Alors là, j'avoue que la Formule 1 m'a vraiment fait plaisir. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas autant marré devant un Grand Prix, que j'avais pas autant pris mon pied. Donc un grand merci à la F1 qui, malgré elle, hein, mais honnêtement pour moi c'est du Buster Keaton, là c'est du Charlie Chaplin. Il n'y a pas besoin de paroles, ça se regarde et tu te marres. Tu regardes juste un personnage absurde qui se casse la gueule de la manière la plus ridicule qu'elle soit et tu te marres. Et ça a été ça, ce Grand Prix de Formule 1 d'Autriche 2023. C'est du cinéma muet, c'est de la grande comédie. Et voilà, faut l'apprécier tel quel parce que on était dans un week-end qui commençait mal, hein, je le rappelle. On a une séance de qualification le vendredi, donc ça veut dire qu'il faut attendre dimanche pour voir la course. Je trouve ça toujours un peu difficile quand même de se dire ah, il y a eu la qualif, maintenant il faut attendre encore 48 heures pour qu'il y ait la course. On n'a pas été habitué à ça en Formule 1. Bon, on s'est occupé le samedi, hein, je le rappelle, je fais ma petite auto-promo pour le Formule Blabla Sprint FRI Stars Challenge World Championship, qui a eu sa deuxième épreuve, du coup, ce samedi. Formule Blabla Racing est remonté tranquillement en 3e place du championnat. Et pour le reste, le dimanche, on a eu une belle course. L'Autriche, généralement, de toute façon, c'est un beau tracé. Là, en plus, il y avait de la stratégie, ça se battait un peu dans le peloton, donc c'était cool. Et on a eu ce spectacle post-course avec toutes les enquêtes de la FIA qui, en tout, a dû enquêter à peu près 1200 affaires. Donc, ça veut dire que chaque tour, il y a 16 ou 17 pilotes qui ont fait une infraction, qui ont déclenché une enquête, pas nécessairement qu'ils ont eu une pénalité. Et j'affirme donc que la Formule 1 n'a que ce qu'elle mérite et qu'elle se prend elle-même les pieds dans le tapis. Pourquoi ? Parce que, mais là, je m'enferme peut-être dans ma propre vision des choses que je déplore depuis des années maintenant, mais on a donc une Formule 1 qui va plus vite que jamais, qui est plus large que jamais, et à côté de ça, on a des tracés qui pour la plupart ne sont pas adaptés à ces nouvelles Formule 1, à cette nouvelle formule aussi. On a beaucoup parlé des limites de piste, mais moi je n'arrive pas à comprendre qu'il y a un truc dont personne ne parle sur ce tracé, et ça revient tous les ans, c'est l'entrée de la voie des stands, le virage 9-10, là, le double droite finale. Il y a toujours des bizarreries en qualification où il y a un pilote en tour rapide et tout le monde est à l'arrêt et c'est super dangereux. Maintenant, pour moi, il n'est pas question non plus de revoir totalement l'aspect sécuritaire du tracé parce qu'il y a certaines zones où on met pas de gravier parce que ça convient pas soit aux Formule 1, soit au MotoGP. Et là, c'est un autre problème qu'il faudra peut-être aborder une autre fois, mais je trouve ça totalement gaguesque que la FIA ait des normes très précises sur les tracés, et lorsque les tracés se modifient, parce que maintenant c'est la mode, ils veulent accueillir de la moto, et derrière, la FIA ne réexamine pas la piste pour voir si ça convient aux normes de la F1, mais je dis ça d'un autre côté, mais on a des tracés comme Jeddah, comme Miami, Zandvoort, Suzuka, qui sont clairement pas du tout adaptés à ce qu'on peut voir dans les circuits de grade 1 qui conviennent à la Formule 1, mais il serait effectivement grand temps de trouver une solution. On parle souvent de remettre de l'astroturf, des bandes de gravier, enfin... Il y a des solutions qui existent très certainement, qui sont à adapter, bien sûr, en fonction des virages. Tout ça pour dire, je vous comprends, chers amis, qui êtes frustrés de voir la Formule 1 dans cet état, mais là, je trouve qu'on a atteint un niveau où on peut suffisamment se marrer plutôt que d'en être indigné. Mais j'avais même pas prévu de parler de ce sujet, donc je vais m'en arrêter là. Je sais juste que c'est un débat que vous avez pas mal lancé dans les commentaires d'autres vidéos, donc je me suis dit on va l'aborder, histoire que je puisse au moins me défendre avant que vous rameniez le sujet sans que je ne l'ai abordé. Et on va donc attaquer le débrief pilote par pilote. Et on commence comme habituellement par le pilote le moins intéressant de ce week-end, pole position, meilleur tour, victoire, 7e hat-trick de sa carrière. Max Verstappen n'a été enquiquiné par personne ce week-end, un petit peu par les Ferrari le samedi malgré tout, puisque il a quand même dû faire un excellent tour pour réussir à se qualifier juste devant. Les deux Ferrari étaient vraiment très rapides, mais en rythme de course, il s'est envolé. Chez Red Bull, on avait même tellement confiance que lorsque tout le monde s'est arrêté sous la voiture de sécurité virtuelle, on a laissé Verstappen en piste. On savait très bien que même si Max allait ressortir derrière les Ferrari,
il finirait par les repasser, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et ensuite, c'était, j'ose dire, une petite promenade de santé pour lui. Du côté de Sergio Pérez, qui a eu un week-end difficile, hein, il était malade, il a raté la journée du jeudi, tout ça. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on a affaire à un Sergio qui est surpilote, qui essaye de trop en faire, et ça s'est senti en Q2. Parce que même si on a eu, je crois, hein, la qualification la plus serrée de toute l'histoire, en Q1 du moins, parce qu'on avait, je crois, 8-9 dixièmes entre le premier et le 20e, ce qui est une aberration en soi. Je pense quand même qu'un tour propre aurait pu nettement suffire à Pérez pour passer en Q3, mais il n'a pas réussi à aligner le moindre tour, faisant 3 sorties de piste, 3 temps annulés, et donc élimination. 15e position sur la grille le dimanche, plus en confiance, bon temps au tour, une bonne remontée. Quand on regarde un peu les temps au tour avec Max, on voit que voilà, les deux sont à peu près similaires au niveau des chronos. Donc je pense que Pérez aurait pu faire beaucoup plus ce dimanche, enfin la 2e place au minimum s'il s'était qualifié correctement. Mais encore une fois, on ressort dans ces travers depuis très longtemps, toujours des erreurs bêtes en qualification, sur pilotage, et ça se traduit par ce genre de résultats assez décevants. La dernière fois au Canada, on parlait du solide rythme de course des Ferrari. Je trouve que ça s'est bien ressenti à nouveau en Autriche, même si face au Red Bull, il y avait un clair retard. Mais sur l'ensemble du week-end, les deux Ferrari se sont affichés comme étant la seconde force du peloton. Un tracé qui convient toujours un peu à Ferrari, qui convient très bien à Leclerc, qui convient très bien à Carlos Sainz. Les deux ont fait un excellent boulot. Leclerc a eu un petit peu plus de mal lors des essais libres du samedi dans des conditions un peu changeantes. On l'a vu un peu en début de saison à d'autres occasions, lorsque la piste est un peu froide ou qu'elle s'assèche, il semble avoir beaucoup plus de difficultés à trouver son aise, surtout avec les intermédiaires. Mais venu le dimanche, on a eu les deux Ferrari qui partaient côte à côte. Bon envol des deux, très agressif pour essayer d'enquiquiner Verstappen, mais bon, ça a tout juste fait la blague pendant 4-5 virages, et ensuite Verstappen s'est envolé, et on le savait chez Ferrari que ça allait être une course solitaire pour les deux pilotes. J'en reviens un peu toujours à Carlos qui aime me faire rire, je pense qu'il le fait spécialement pour moi. Il adore quand il est derrière Leclerc, que les deux ont un rythme assez proche. Forcément, il se retrouve dans le DRS et il a ce petit boost. En plus, en Autriche, le DRS est assez redoutable. On a quand même de grandes bonnes lignes droites à très haute vitesse. Donc, je crois que c'était estimé à 1 seconde au tour sur l'ensemble des 3 zones de DRS. Donc, du reste de la course, une fois que Carlos a été retardé par son arrêt au stand qui lui a gâché un potentiel podium, je vais y revenir. On a vu que lorsque les deux pilotes étaient un peu dans l'air libre, une fois que Carlos s'est séparé de Hamilton et de Norris, Leclerc et Sainz ont un rythme relativement similaire, donc je pense que Ferrari s'y attendait, on a eu exactement ce à quoi on s'attendait, et je pense que si on avait inversé les positions, la situation se serait renversée. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, puisque comme je l'expliquais, les deux Ferrari ont eu le pire timing du monde lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été enclenchée. Les deux étaient juste à l'entrée de la voie des stands, et ensuite, lorsque les deux se sont arrêtés, on a eu un arrêt très très lent pour Leclerc, enfin pas extrêmement lent non plus, mais un peu trop lent, et Carlos a aussi eu un arrêt au stand assez mauvais. Du coup, tout cela a permis à Norris, Hamilton de les rattraper et de passer Sainz. Après, comme je le disais, il a pu remonter. Excellente défense face à Sergio Pérez en fin de course. Très belle lutte entre les deux. Maintenant, reste à savoir que si Ferrari peut-être avait su un peu mieux canaliser Sainz, il aurait fait moins de sorties de piste, donc en frein, les limites de piste qui lui ont causé une pénalité de 5 secondes en fin de Grand Prix, puisqu'il a chopé quelques infractions lorsqu'il était derrière Leclerc. Et là, je trouve ça totalement absurde. Sur un tracé qui est réputé justement pour balancer des pénalités de 5 secondes à l'appel parce qu'on sort beaucoup de la piste, c'est un petit peu idiot, je pense, de prendre autant de risques en début de Grand Prix derrière son coéquipier, sachant que Verstappen pouvait pratiquement pas être rattrapé. Donc si Ferrari avait un peu mieux joué son coup, qu'ils avaient été un peu moins malchanceux, et que les deux pilotes, enfin surtout Sainz, avaient su se tenir, je pense, en début d'épreuve, on aurait peut-être pu jouer le double podium. Reste à voir si Pérez serait quand même remonté, parce que il revenait quand même extrêmement vite. De nouvelles améliorations sont attendues très prochainement,
Donc c'est assez encourageant à l'heure actuelle chez Ferrari. On va voir à Silverstone aussi si sur ce tracé qui convient généralement bien, surtout à Leclerc et pas mal à la Ferrari, voir s'ils vont être capables de continuer à progresser. Chez McLaren, je suis très curieux aussi parce que on avait deux garages, deux ambiances avec Lando Norris qui recevait des améliorations assez importantes, qui portaient déjà depuis le Canada, qui en a reçu du coup de nouvelles que Oscar n'avait pas. Norris a toujours été excellent sur ce tracé de Spielberg. Rappelons vraiment en 2018, on a un semblant de consigne d'équipe qui émerge lorsqu'il est devant Sainz. On lui demande de laisser passer Sainz, il tire un peu la gueule. C'est en 2019, pardon. En 2020, il y a cette magnifique épreuve où il arrive à profiter de la pénalité de Hamilton pour prendre le meilleur tour et le podium dès la première manche. Et ensuite, les années précédentes, il nous a refait un podium en 2021, l'an dernier aussi, une excellente prestation. Et cette année, à nouveau, il a offert une belle lutte avec Hamilton. Au final, c'était le seul contre qui il pouvait vraiment lutter. Les Ferrari étaient un peu trop loin. Une 4e position, meilleur résultat de McLaren cette saison. Du côté de Piastri, ça a été un week-end plus difficile. Est-ce que c'est à mettre au crédit du retard des améliorations qu'il n'a pas encore? On rappelle que McLaren quand même souffrait pas mal en début de saison, donc peut-être qu'il pourrait être dans cette phase un petit peu de difficulté. Il a dû se faire arrêter très tôt dans la course en plus parce que là, je vais totalement le mettre sur une erreur de rookie. Il se fait piéger au virage 3 en allant taper les miches de Magnussen, en se faisant surprendre par sa vitesse un peu lente en virage. Magnussen était en train de décroiser. Enfin, il est un peu plus lent au point de corde du virage pour essayer d'avoir une meilleure traction, réaccélérer plus tôt. Et derrière, Piastri se fait un peu surprendre au point de freinage et il le tape dedans. Il doit se réarrêter après seulement 8 tours en pneus durs. Ça a compromis son Grand Prix en plus. Allez savoir peut-être que les points auraient été possibles avec toutes les pénalités qu'il y a eu. Pour le moment, faudra attendre peut-être un peu pour voir si on a juste un Oscar Piastri qui est dans une mauvaise passe ou si on ressent vraiment les deux versions de la McLaren qui se confrontent de manière assez brutale. Et chez Mercedes aussi, c'est un peu la guerre avec les améliorations parce qu'on a eu un week-end qui semblait encourageant au Canada. Et là, on revient en Autriche sur un tracé qui ne leur a jamais vraiment plu. Je saurais pas vraiment le comprendre parce que c'est quand même un tracé tout à fait normal, j'ai envie de dire, qui a des bons virages, des bonnes lignes droites, virages rapides, j'entends, enfin, qui a tout ce qu'un circuit, un bon circuit automobile doit avoir. Donc, je sais pas vraiment pourquoi ils ont toujours plus de mal là-bas. Il y avait une question de réglage aussi, de ce que j'ai compris. On rappelle qu'on est sur un week-end très court puisqu'il y a eu qu'une seule séance d'essai libre. Après, on a la règle du parc fermé pour pouvoir faire la qualif et pour pouvoir faire l'exhibition de week-end le samedi. Et on a deux pilotes qui réagissent assez différemment à ces améliorations. Lewis Hamilton s'y est à peu près habitué. George Russell, quant à lui, est toujours vraiment en grande difficulté avec. Il n'arrive pas à trouver son aise. Ça s'est un peu ressenti sur la qualification où il se fait piéger en rythme de course. Un peu de difficulté aussi, un peu coincé dans le peloton. Après, honnêtement, il termine 7e avec les différentes pénalités. Je pense pas que la Mercedes aurait pu faire beaucoup mieux malgré tout. Mais face à Hamilton, il est un chouïa en retrait. Hamilton, de son côté, je pense qu'il a tiré le maximum de la voiture, aurait eu une meilleure position à l'arrivée s'il était resté entre les lignes blanches un peu plus souvent. Il expliquait que la voiture s'ouvrirait énormément dans le dernier secteur et que du coup, dès qu'il voulait aller un peu trop vite à attaquer, la voiture ne tournait pas et on va pouvoir parler de la première équipe qui ne se soit pas fait taper sur les doigts à cause des limites de piste. Je parle d'Aston Martin avec Alonso qui termine 5e et Lance Stroll du coup qui remonte en 9e place après la pénalité de Pierre Gasly. Je dois admettre que l'Autriche, c'était un peu le tracé où je les attendais avec curiosité, les Aston Martin. C'est une voiture qui marchait généralement très bien en début de saison dans les virages en appui quand il fallait chercher de la traction, et là c'est vraiment typiquement ce type de tracé qu'on a. Au final, c'était pas si exceptionnel que cela. Un peu déçu, mais
Les deux pilotes ont fait un bon week-end, quoique Alonso a encore un peu gâché son tour de qualification avec une erreur dans le dernier secteur qui lui coûte une meilleure position sur la grille. Au départ, il en profite quand même pour se débarrasser de son coéquipier, de quelques autres pilotes pour faire une course un peu seule de son côté. Enfin, surtout quand on la met en comparaison avec celle de Lance Stroll, qui a perdu beaucoup de positions au départ. Il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Donc ça a gâché un petit peu son Grand Prix. Il s'est pratiquement retrouvé en queue de peloton. Et lorsque la voiture de sécurité virtuelle est intervenue, ils ont décidé de le faire rentrer pour tenter quelque chose, logiquement, pour se mettre au niveau de tout le monde. Mais pas de bol pour lui, la voiture de sécurité virtuelle s'est effacée lorsqu'il était en plein dans la voie des stands, donc il a plus perdu qu'autre chose. Donc le fait qu'il ait réussi à remonter dans les points, c'est une belle performance de sa part. Je vais quand même continuer à regarder les qualifications d'un œil très très froid parce que on voit très rarement un bon tour de qualif de Lance Stroll et c'est dommage parce que là pour le coup c'est un peu comme en Espagne quand Alonso foire sa qualif. Stroll il prend une meilleure position mais on se doute que ça aurait pu être beaucoup mieux. Au moins il sait se rattraper le dimanche. Une ambiance assez froide chez Alpine après un week-end où on a pu grappiller quelques tout petits points, mais où on est globalement assez loin des Mercedes, Aston Martin et Ferrari comme on voudrait s'en rapprocher. Pierre Gasly, pour commencer avec lui, il a réussi à sauver un petit point le dimanche. Au moins, il ne se sera pas ennuyé ce dimanche avec quelques luttes dans le peloton pour s'occuper, j'ai envie de dire, contre Albon, contre Stroll, etc. Il a réussi donc à terminer 9e au drapeau à damier avec donc sa pénalité qui le fait terminer une place plus bas. Quant à Esteban Ocon, comme quelques pilotes pour qui ça n'a pas vraiment marché, on a essayé une autre stratégie en fin de course au lieu de remettre un train de pneus médium comme tous les pilotes qui ont terminé un peu devant dans ce groupe, les Gasly, Russell, etc. On est parti sur des pneus durs dans le dernier relais. Et globalement, pour lui, ça a été un week-end où il avait du rythme, un peu comme habituellement, sans grande surprise. Mais c'est pas vraiment la première fois que ça arrive le samedi. S'il a toujours un rythme impeccable, il y a un petit truc qui fait que le tour n'est pas top. Petite erreur au mauvais moment. Là, pour le cas de ce samedi, de ce vendredi, du coup, pour Ocon, ça a été un petit peu trop de sorties de piste au mauvais moment et donc des temps qui ont été annulés et qui l'ont éliminé de la qualification. Et en course, il s'est illustré en étant le pilote qui a le plus souffert pour garder la voiture entre les limites de la piste. Il repart avec 30 secondes supplémentaires au drapeau à damier. Et c'est là où l'état actuel de la Formule 1 en devient presque frustrant. On a un plateau extrêmement resserré, comme je le dis, très compétitif, où les écarts ne se jouent même plus au dixième, mais au centième. Et du coup, ça devient totalement absurde pour faire la différence. Mais du coup, on se retrouve avec un peloton qui est très resserré, des pilotes qui sont très talentueux dans l'ensemble. Et au final, il y a pas grand chose qui s'est réellement passé, même si on a eu 2-3 petites luttes, et si on n'a pas eu la bonne qualification, si on a eu un tout petit brin de malchance pendant la course, c'est pratiquement impossible de se refaire. Je vais en dire à peu près autant pour Alexander Albon, qui pour le coup continue de briller dans la Williams. 10e en qualification, 11e au drapeau à damier. Encore une fois, c'est du Alex Albon comme on le connaît depuis le début de la saison. Il surclasse la Williams qui n'est pas une voiture catastrophique, mais qui reste assez capricieuse et difficile à exploiter. Donc, bon boulot pour lui. Et en face, Logan Sargent n'a pas eu un mauvais week-end non plus. C'est juste, la différence d'expérience, les écarts qui sont extrêmement resserrés. En plus, on est sur un circuit très court, donc ça accentue cet effet. Mais si on regarde l'ensemble de la course de Logan Sargent, ça a été, ma foi, assez bon. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un week-end à peu près satisfaisant de son côté du garage. Donc une bonne chose pour lui, un bon week-end. Il termine 13e, profitant de quelques pénalités, mais on revient un peu sur du positif pour Sargent. Après, est-ce que aussi le fait de revenir sur des tracés qu'il connaît un peu mieux, ça l'aide, je sais pas. Sur un tracé qu'il a remporté 2 fois et qui lui a offert son premier podium en Formule 1, Valtteri Bottas espérait certainement mieux que la 15e place au drapeau à damier.
Après, on s'est retrouvé pour lui dans une situation délicate avec une Alfa Romeo qu'on n'a pas réussi à exploiter correctement et une course qui s'est pas parfaitement déroulée, mais c'était vraiment là davantage des circonstances de course pour lui. Il a eu un second relais vraiment très court avec seulement 19 tours en pneus médium et tout le reste de la course en pneus durs. On a aussi tenté quelque chose de ce côté-là et ça s'est vu lors de l'exhibition du samedi après-midi aussi. On a tenté quelque chose en arrêtant Bottas lors du tour de formation, ça n'a pas du tout marché. Et pour ce qui est de Zhou, lui aussi, on l'arrête très très tôt avec les pneus médiums au 8e tour et ensuite il fait toute la course avec 2 relais de pneus durs. Donc peut-être il y avait une insatisfaction avec ce pneu dans le clan Alfa Romeo. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à vraiment déterminer de mon côté. En tout cas, les 2 pilotes ont eu un week-end assez propre dans l'ensemble, rien à signaler, si ce n'est qu'il y avait simplement pas trop de rythme dans la voiture pour faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont eu. J'en dirais autant pour les AlphaTauri qui ont eu un week-end assez compliqué dans la machine, même si là, du côté des pilotes, il y a quand même 2-3 trucs à redire. On constate quand même globalement sur l'ensemble de leur rythme de course que les pilotes sont assez proches, ce qui est un positif là pour plus du côté du clan De Vries qui souffrait un petit peu sur les rythmes de course dernièrement. Là, même s'ils ont des stratégies relativement décalées, je pense qu'on peut interpréter globalement leur course comme satisfaisante. Yuki Tsunoda de son côté, il a été pris dans la mêlée au départ. Là, c'est vraiment le genre de moment où on voit rien et c'est difficile de blâmer qui que ce soit pour moi dans ce genre de situation. En tout cas, ça l'a forcé à repasser au stand et très fortement compromis sa course. Il a mené un très long premier relais du coup, et ensuite il a réussi un peu à regrimper sur le peloton, mais c'était pas suffisant vu qu'il était totalement décalé par rapport au reste. Il repart quand même avec 15 secondes de pénalité pour trop d'infractions aux limites de piste, plus celle qu'il a purgée pendant la course, ce qui est vraiment pas très encourageant de son côté. C'est peut-être pour Yuki son plus faible week-end cette saison, mais bon, on dira qu'il vaut mieux que ça lui arrive dans un week-end où, dans tous les cas, ça aurait été presque impossible de jouer quoi que ce soit plutôt qu'à un autre moment. Quant à Nyck De Vries, ça a été un week-end, comme je le disais, relativement plat. Globalement, un tout petit chouïa derrière Tsunoda, mais encore une fois, les écarts sont minuscules. Et vu le contexte de sa première saison complète en Formule 1, je pense que c'est pas désastreux, mais on peut pas s'empêcher de noter la petite excursion où il force Magnussen un peu hors de la piste. Là, pour le coup, c'était assez moche. Et on va conclure avec les As. C'est habituel, superbe Nico Hülkenberg, une qualification digne de ce qu'on attend d'un pilote de son calibre. Également, très belle prestation le samedi. Prend à nouveau une belle, comment on appelle cette connerie déjà, le sprint qualif, là. Le sprint shutout, voilà, sprint shutout. La qualification, mais en plus rapide, parce que ça dure moins longtemps, comme ils disent. Donc ça a été globalement assez bon, assez opportuniste au départ pour aller taquiner les Red Bull lorsqu'elles ont commencé à se foutre dehors et repartir avec des petits points qui seront importants, très importants pour As, qui dans la lutte face à Alfa Romeo, face à AlphaTauri et même un peu face à Williams s'il se réveille un peu plus tard dans la saison. Ça a été très important d'avoir un Nico Hülkenberg rapide en qualif et là on fait un peu la comparaison pour déconner avec Sergio Pérez qui est globalement très très bon sur les rythmes de course cette saison. Il y a assez peu à lui reprocher, mais globalement ce qui nuit à Pérez c'est vraiment ses performances le samedi où il en fait beaucoup trop et où il commet trop d'erreurs. Hülkenberg, de son côté, le rythme de course, il a toujours été un petit peu plus friable de ce côté-là. La Haas n'est pas bonne du tout en rythme de course, ça s'est encore un peu vu avec Magnussen, même si, comme je le disais, il n'a pas été aidé par cet accrochage avec De Vries. Mais dans l'ensemble, sur les formats sprints, Nico Hülkenberg, pour le coup, c'est un très bon pilote à avoir. Magnussen en qualification, c'est une anomalie cette année. Habituellement, c'était aussi un excellent pilote sur un tour, mais là, depuis
la nouvelle As, depuis le début de saison, il est pas du tout confortable dans la voiture. En qualification, il arrive pas à se mettre à l'aise. En course, il y arrive un petit peu mieux que Hülkenberg, mais globalement, c'était pas joli non plus, mais joli jumper. La voiture n'aide vraiment pas, on a toujours du mal avec les longs relais, l'exploitation des pneumatiques, la surchauffe. D'ailleurs, la As de Hülkenberg a été très sympathique, c'est-à-dire qu'elle l'a laissé survivre suffisamment longtemps pour être dans le top 10. Et dès qu'elle a compris que voilà, c'était fini, elle a dit allez, on s'arrête là, on va jouer au poker et puis on rentre à la maison. Et puis on va peut-être faire pareil, nous aussi, de notre côté. On va commencer à se préparer pour Silverstone, où enfin on revient un peu à la normale avec un week-end qu'on va pouvoir apprécier progressivement. Ouais, moi je suis désolé, mais je ne peux pas apprécier le format actuel comme il est. Moi, j'aime quand la tension monte, essai libre 1, essai libre 2, essai libre 3. Tu commences un petit peu à regarder les temps autour. Tu ziotes un peu la durée des relais, t'essaies de deviner un peu qui travaille sur quoi. Faut que je me force, hein. Je vais essayer de continuer à me forcer, même si, comme je le disais, je regarde pas du tout cette année parce que je peux plus. Je fais un break, je fais une saison de break pour les sprints, je reviendrai l'an prochain. Mais là, le retour à Silverstone, un très beau tracé avec des enjeux qui pourraient être intéressants. Mercedes qui avait très bien marché là-bas l'an dernier, qui ont beaucoup d'attentes à nouveau sur ce circuit. Aston Martin à domicile qui avait pas mal marché non plus l'an dernier à Silverstone. Donc on va voir un peu si leurs améliorations qu'on a vues au Canada, qui leur ont redonné un bon boost de vitesse de pointe, et ça va payer parce que Silverstone, c'est vraiment beaucoup de vitesse de pointe, de l'appui en virage rapide, et voir si Ferrari confirme un petit peu. Ils sont sur une bonne série également depuis l'Espagne. En tout cas, des gros bisous à tout le monde. Merci de m'avoir supporté jusque-là. Bonne nuit.